Bien. Enfin bon. Donc j'ai accepté sur mon temps de parole, j'ai accepté que le collectif féministe contre le viol, ici présente, vous présente une étude qu'ils ont faite sur le déni de justice pour les enfants maltraités. Donc pendant un quart d'heure, vous aurez un résumé de cette étude, qui est importante. Et moi, pendant un quart d'heure, 20 minutes, je vous expliquerai comment on peut au mieux accompagner les enfants lors des expertises civiles. Je peux vous garantir que j'ai été 30 ans expert et que je me suis rendu compte que c'était rare que les avocats, il y en a ici, prennent les mesures que la loi leur permet pour que les expertises se passent le moins mal possible. Donc je cède la parole. Bonjour, le collectif féministe contre le viol est une association qui a été créée en 1985. Vous nous connaissez peut-être, mais au cas où, je vous représente notre cadre d'action. Suite à des viols commis dans l'espace public, avec des témoins qui étaient présents, qui n'ont pas agi ni pendant les viols, ni après les viols pour aider les victimes. Un an après, elles ont ouvert la ligne téléphonique Viol Femmes Information 0800 05 95 95, une ligne d'écoute qui est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 19h, gratuite pour les personnes qui appellent et anonyme. Et depuis 30 ans, cette ligne d'écoute existe. Et depuis 30 ans, on récolte des récits de femmes qui nous appellent, qui témoignent de ce qu'elles ont vécu dans leur vie. Des viols subis, majoritairement des femmes adultes qui nous appellent, mais dans plus de 55% des cas, elles ont été victimes pendant l'enfance et une grande partie avant l'âge de 15 ans. Et aujourd'hui, c'est sur cette parole-là qu'on va s'appuyer. L'année dernière, on vous avait présenté une étude sur la prescription, sur l'impasse de la prescription. Aujourd'hui, on vous présente une étude, donc Oriane Simion, qui est psychologue et bénévole au CFCV, vous présente une étude sur les dénis de justice, c'est-à-dire ces affaires d'enfants que la justice, justement, n'écoute pas et maltraite, met en danger. Et du coup, tout l'enjeu, c'est de montrer la réalité de ces histoires de femmes qui ont témoigné pour leurs enfants auprès de notre permanence, mais aussi de vous montrer ce qui fonctionne, ce qui aide les enfants et comment on peut contribuer non seulement à mettre en place ces pratiques-là, mais aussi à partager cette expérience auprès de nos collègues pour que ces dénis de justice n'aient plus lieu. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes. Comme l'a dit Gabriella, du coup, je vais vous présenter une étude qui se base sur la parole de femmes qui se sont rendues compte que leurs enfants subissaient des violences de la part du père et qui ont essayé de les protéger tant bien que mal. Au collectif féministe contre le viol, les écoutantes de la permanence téléphonique se sont rendues compte que certaines femmes qui tentaient de dénoncer les violences sexuelles que subissaient leurs enfants de la part du père pouvaient être accusées d'être des manipulatrices et des menteuses, subissaient des menaces et des pressions et pouvaient même parfois perdre la garde de leur enfant. Les enfants, eux, leurs paroles n'étaient jamais prises en compte, alors que les pères agresseurs étaient considérés comme innocents. De janvier 2010 à juillet 2017, 39 situations concernant 47 enfants ont été dénoncées au collectif féministe contre le viol. Ces situations, nous les avons appelées déni de justice. Le déni de justice pourrait se caractériser par le fait de ne pas permettre à un justiciable de disposer des garanties élémentaires d'un procès et donc de ce fait de prendre une décision qui peut être considérée comme injuste. Le déni de justice est sanctionné au niveau européen. Et dans le bulletin de 1996-97, au collectif féministe contre le viol, on faisait déjà état de ce type de situation. Aujourd'hui, en 2017, c'est-à-dire 20 ans plus tard, on fait état des mêmes problématiques. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter une étude à ce propos et essayer de trouver quelques clés pour essayer de prendre en charge les enfants au mieux. Dans les situations qui nous ont été rapportées, dans la plupart des cas, les violences débutaient dès la petite enfance, concernaient des petites filles, même si les petits garçons étaient également victimes, et les agressions étaient répétées. Les agresseurs faisaient plusieurs victimes, la plupart du temps des membres de la fratrie, et les enfants pouvaient subir d'autres maltraitances physiques, psychologiques,
menaces, etc. Ainsi, la petite Camille, de 5 ans, déclare que son père prend des photos d'elle et que le flash lui fait mal aux yeux. Elle dit également qu'elle a saigné du fait de la toilette intime poussée que lui a fait subir son père. Dans le procès verbal, Laura raconte avec ces mots les violences subies. La plainte a été classée sans suite. Les agresseurs sont la plupart du temps des pères. Ils sont issus de toutes les catégories socio-professionnelles, c'est-à-dire qu'on a eu des policiers, un chercheur au CNRS, un contrôleur des impôts, un éducateur de jeunes enfants. Et 72% de ces agresseurs avaient des antécédents de violence conjugale, c'est-à-dire qu'ils maltraitaient leurs femmes. Ainsi, Corinne, victime de violences conjugales, nous raconte le viol qu'elle a subi et à la suite duquel est né son enfant. Après 1 année de violences physiques et psychiques, Corinne se sépare de son conjoint. Après la séparation, elle se rend à son domicile pour récupérer certains biens. Il la viole. Lorsqu'elle tente de se débattre et de crier, il l'immobilise et tente de l'étrangler. Elle s'aperçoit plus tard qu'elle est enceinte. Il lui a dit avoir fait exprès et reconnaît l'enfant dont il obtient un droit de visite. Lorsqu'elle a 3 ans, la petite Laure, enfant issue du viol, rentre d'un week-end de chez son père et imite des actes sexuels. Par ailleurs, la puéricultrice de Laure remarque son comportement anormal et fait un signalement à l'ASE, sans effet. La mère remarque du sang dans la culotte de sa fille et ne remet pas son enfant pendant plusieurs semaines. La plainte qu'elle dépose est classée sans suite. Son ex-conjoint réplique en portant plainte pour non-présentation d'enfant et demande la garde exclusive qu'il obtient. Les enfants peuvent du coup révéler les violences sexuelles qu'ils ont subies à la mère, mais aussi à une personne de confiance ou à des institutions comme par exemple l'école ou la police. Souvent, la révélation des violences a lieu dans un contexte de séparation des parents, soit parce que la mère victime de violences conjugales s'en va et que du coup l'enfant est dans un contexte plus sécure et qu'il peut révéler les violences sexuelles qu'il a subies, soit la mère se rend compte que son enfant est victime de violences sexuelles et du coup elle quitte le mari et elle essaye de protéger son enfant. Tous les enfants ont des conséquences dans divers domaines suite aux violences sexuelles qu'ils ont subies, que ce soit au niveau du fonctionnement social avec des troubles relationnels, des troubles comportementaux avec des enfants qui se mettent des doigts dans le vagin ou dans l'anus, qui font des fugues, des difficultés psychiques, des enfants qui pleurent énormément, qui ont des troubles du sommeil, des troubles psychiatriques, des dépressions, un enfant de 8 ans qui fait une tentative de suicide, un enfant de 4 ans qui cesse de s'alimenter, des troubles du fonctionnement physique avec des énurésies et des encoprésies, énurésies, mais également des éruptions cutanées et des infections urinaires. Infections urinaires, c'est important parce que beaucoup d'enfants qui subissent des violences sexuelles ont des infections urinaires à répétition. Ces difficultés, du coup, elles doivent être identifiées par les professionnels. Et c'est pour ça que, du coup, je vous donne quelques clés. Toute rupture avec le fonctionnement antérieur peut être un signe de la souffrance de l'enfant. Parce que ce soit dans le cas des violences sexuelles ou pas, un enfant, lorsqu'il subit quelque chose, violence physique, sexuelle, son comportement va changer. Que ce soit au niveau des modifications comportementales, une mise en acte du traumatisme vécu, des enfants qui ont un jeu très pauvre, peu créatif, très répétitif, des régressions dans le développement, donc les encomrésies et les énurésies secondaires, des difficultés scolaires, mais aussi des plaintes somatiques. Les mères, lorsqu'elles se rendent compte que leur enfant a subi des violences sexuelles, elles portent plainte. Malheureusement, parfois la police refuse de prendre la plainte, ce qui est illégal. Et il y a seulement 3 femmes qui ont refusé, dans tous les témoignages que nous avons recueillis, qui ont refusé de porter plainte. Et c'était parce qu'elles avaient peur des conséquences, de peur des représailles de l'ex-mari, peur d'être accusées d'être des manipulatrices ou peur de perdre la peur de leur enfant. Presque la moitié des plaintes pour viol ont été requalifiées en plainte pour agression sexuelle, maltraitance ou non-présentation d'enfant, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec un viol. Et il est également important de noter que beaucoup de professionnels ont essayé de protéger les enfants aussi et ont fait des signalements. Les signalements, ça peut sauver un enfant, un signalement, donc il ne faut pas avoir peur de signaler. Dans les suites des procédures qui nous ont été rapportées,
0 agresseur n'a été condamné. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Au collectif féministe contre le viol, après avoir recueilli la parole de plus de 55 000 victimes, on s'est rendu compte que les agresseurs mettaient en place des stratégies pour que leurs crimes restent impunis. D'abord, ils ciblent une victime avec une certaine vulnérabilité, si je puis dire, donc ici un enfant. Ensuite, ils isolent la victime géographiquement, affectivement. Puis, ils instaurent un climat de peur et d'insécurité en menaçant l'enfant de tuer sa mère s'il dit quoi que ce soit. Ils dévalorisent la victime et la traitent comme un objet, en l'humiliant, par exemple. Ils inversent la culpabilité en faisant croire à la victime que c'est de sa faute et qu'elle est responsable de ce qui lui arrive. Et ils agissent en mettant en place des moyens d'assurer leur impunité, en verrouillant le secret et en recrutant des alliés. Et lorsque les parents protecteurs nous ont fait part de leur histoire, on s'est rendu compte que les professionnels, en fait, étaient enrôlés dans la stratégie de l'agresseur, parce que l'agresseur, il mettait en place certaines choses pour recruter les professionnels de santé et de justice et qu'ils soient de leur côté. Ainsi, par exemple, une femme nous raconte le classement sans suite de la plainte qu'elle a déposée alors que sa petite fille dénonce des violences sexuelles. Et l'agresseur reconnaît avoir eu recours à ces violences, mais classement sans suite. Une mère nous raconte que l'éducatrice AEME la menace du placement des enfants si elle porte plainte à nouveau. Une autre nous parle d'une policière qui dit à sa fille « Si tu ne vas pas chez ton père, ta mère ira en prison ». Par exemple, une petite fille qui s'enfuit du lieu de rencontre neutre et protégé où elle doit voir son père agresseur, les éducatrices et les éducateurs l'obligent à embrasser celui-ci. Des professionnels répliquent un certificat médical qui atteste d'un acte de pénétration sur enfant en disant « c'est peut-être à cause de la gymnastique ou de l'équitation ». Aussi, on peut entendre « si elle est traumatisée, ce n'est pas grave, elle s'en remettra ». Ou alors, une directrice d'une unité de jeunes victimes d'un grand hôpital parisien explique que l'enfant fait un complexe freudien pour attirer l'attention de sa mère et préconise de ne pas porter plainte pour ne pas traumatiser l'enfant. Ou alors, un témoignage qui évoque la demande d'un placement effectué par l'hôpital est refusé par le juge après 1 semaine d'hospitalisation de 2 petites filles suite à un séjour chez leur père. Les parents, ils révèlent les violences les enfants, ils révèlent les violences qu'ils subissent à leur manière, que ce soit par leur changement de comportement ou plus ou moins clairement par leurs mots. Mais malheureusement, leur parole, elle n'est pas prise en compte, elle n'est pas prise au sérieux. Souvent, on dit que les enfants, ils mentent, qu'ils sont trop petits, qu'ils se font manipuler, qu'ils inventent, que c'est leur imagination. Ça peut se traduire, par exemple, dans la façon d'interroger les enfants. Par exemple, une policière qui interroge un enfant en lui disant « Tu ne mens pas, Joseph, j'espère que tu ne mens pas. Tu dis ça pour faire plaisir à ta maman ?» Par ailleurs, dans 14 situations qui nous étaient rapportées, les professionnels ont refusé de signaler alors qu'ils croyaient l'enfant et qu'ils ont constaté des lésions. Par exemple, un médecin a affirmé qu'une enfant de 4 ans avait subi des viols en observant des déchirures vaginales, mais a refusé de l'écrire. Aussi, un médecin n'a pas ausculté un enfant lorsque sa mère vient consulter pour des irritations au niveau du sexe et des fesses de celui-ci et lui prescrit un médicament, alors que, en fait, les lésions étaient présentes. Une plainte et sa réquisition, qui arrive 4 semaines après la déposition, donc beaucoup trop tard pour effectuer les analyses, ou un témoignage d'un fait de suspension de garde de chez le père, seulement 3 mois après qu'une enquête sociale qui prouve les violences ait eu lieu. On peut aussi se trouver dans des situations où une enfant qui parle à la brigade des mineurs n'a pas été enregistrée. Ou alors, on nous a également rapporté une situation au cours desquelles des policiers et des policières de la brigade des mineurs avaient refusé de prendre la plainte parce qu'il y a déjà un signalement, il ne faut pas envenimer les choses. Donc, finalement, les pères arrivent à mettre en place certaines stratégies pour assurer leur impunité, et ils peuvent porter plainte pour non-présentation d'enfants, alors que les mères, elles ont des difficultés et leurs enfants ont des difficultés à accéder à la justice. Une mère, par exemple, nous raconte qu'elle n'a pas remis sa fille pendant 1 mois après avoir porté plainte en découvrant du sang dans la culotte de sa fille. Il y a un classement sans suite. Le père porte plainte pour non-présentation d'enfants. Il demande la garde exclusive qu'il obtient.
et la mère ne voit sa fille qu'1 heure par mois en milieu protégé. Il y a aussi une mère qui a pris une peine de prison avec sursis pour nos présentations d'enfants. Finalement, on se rend compte que la parole de l'enfant, elle n'est jamais prise en compte, que les enfants, on dit que ce sont des menteurs, qu'ils imaginent. Les mères, elles, qui essaient d'accéder à la justice, elles ne sont pas prises en compte non plus. On dit qu'elles sont des menteuses, qu'elles manipulent. Les professionnels de santé, ils sont enrôlés dans la stratégie de l'agresseur, qui, lui, s'en sort indemne et même parfois peut récupérer les enfants. La mère qui peut être déchue de ses droits parentaux et qui n'a plus le droit de voir ses enfants. Protéger l'enfant doit toujours être notre et votre priorité. C'est pour ça que des choses qui sont importantes, l'une des choses qui est la plus importante, c'est d'accompagner le parent protecteur dans ses démarches judiciaires. Par exemple, un juge des enfants, qui a ordonné la suspension de la garde du père en attendant la réponse du juge des affaires familiales pour protéger l'enfant en attendant que l'enquête ait eu lieu. Ou alors une mère qui nous raconte que c'est la PMI qui l'a incité à porter plainte. Ça, ce sont des exemples de bonnes pratiques. Nous, dans notre étude, on a beaucoup de choses qui sont négatives, mais c'est parce qu'aussi les gens, ils nous appellent quand ça ne va pas. Mais parfois, les choses peuvent bien se passer. Par exemple, Émilie, mère d'une petite fille de 4 ans, se sépare de son conjoint violent suite à sa condamnation avec sursis pour atteinte sexuelle. Suite à la séparation, sa fille Lola a un comportement inhabituel et une agressivité qui pousse sa mère à lui demander ce qui ne va pas. La petite Lola lui confie le viol que son père lui a fait subir. Émilie emmène immédiatement sa fille porter plainte. L'agresseur est mis en garde à vue et auditionné pendant plusieurs heures. Il dit avoir eu recours à des toilettes intimes et spécifie qu'il recommencera. La médecine légale, malgré le fait qu'il n'y ait pas de lésion, n'écarte pas la piste du viol. Dès que la plainte a été déposée, le juge des affaires familiales a ordonné la suppression du droit de visite et d'hébergement du père en attendant les conclusions de l'enquête. L'enseignant, qui se rend également compte du changement de comportement de Lola, lui pose des questions. Lola se confie donc à l'enseignant, qui signale immédiatement la situation. Le CMPP et le 119, inquiets de la situation, effectuent également un signalement. Le procureur annonce son verdict. L'agresseur est condamné.